Salut la team, c'est samedi. Alors on garde les chaussons au pied, le petit café et on attaque tranquillement ce nouveau Micro Libre épisode 4. Cette semaine encore, mon collègue, le meilleur parieur francophone, Joe Galactus sera avec moi, prêt pour ce 4e épisode. Salut mon Joe, comment vas-tu? Salut mon Jack, ça va très bien, c'est un plaisir. J'adore cette émission, le micro libre, j'adore. C'est un pur bonheur à faire parce qu'en fait, on parle vraiment de trucs passionnés et c'est vraiment génial, je trouve. En tout cas, moi personnellement, je suis très content aussi. En plus, on a eu pas mal de questions de votre part, donc ça fait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, nous aurons la venue d'un invité spécial. Il a pris le temps de venir quelques minutes pour répondre à une question qui nous a été posée. Donc, on vous en dit pas plus pour l'instant. Enfin, allez, on va quand même vous le présenter. Il s'agit de notre pote, le Canadien, le cousin, Monsieur Mystic Rick, fan des Steelers et de trop fort pour la ligue et de 100% football. Salut mon Rick, comment vas-tu? Hey, salut les gars, je suis tellement content d'être ici. Là. Salut tout le monde qui nous écoute. Vraiment, là, une de mes émissions favorites outre-mer. Je vous écoute toujours sans compter de Dans le Caucus. C'est vraiment, vraiment un plaisir d'être ici. Là. Puis surtout, on veut parler de mes Steelers. Fait que je peux pas être ici aujourd'hui. Oui, bah en tout cas, merci à toi de nous avoir rejoints. Alors, on va tout de suite attaquer par la question qui nous concerne et qu'on t'a invité spécialement pour cette question. Et elle nous vient de notre ami Cœur d'Acier, donc, qui est aussi fan des Steelers. Alors, il voudrait savoir, est-ce que Mike Tomlin joue sa place en voulant garder Matt Canada comme offensive coach, surtout si on refait une saison en attaque aussi pourrie, comme il le dit, 28e en attaque en points et dernier en TD à la passe. 12 TD, Brock Purdy en a mis plus en 7 matchs, nous dit-il. Alors il dit, ok, Tomlin n'a pas de saison perdante en 15 ans, mais il n'a que 3 victoires en playoff sur les 11 dernières saisons. Et encore, petite précision encore de sa part, juste pour info, Tomlin a recruté Canada juste parce que Matt était coach du Maryland et qu'il avait fait rentrer le fils de Tomlin dans cette université avec une bourse. Excellente question de notre ami. Alors Rick, toi qui es fan des Steelers et qui est un grand connaisseur et qui nous avait fait la preview en début de saison, on te laisse tout le micro. Écoute, première des choses, bonjour aux vraiment co-fidèles là, des fans des Steelers. Puis les questions là, sont tellement adéquates. Puis c'est vraiment une bonne question en fait. Puis le principe de Mike Tomlin avec vraiment la mention du Maryland avec Coach Canada, c'est quelque chose aussi qu'on doit peut-être rentrer dans la balance, mais je ne crois pas que le professionnalisme de Mike Tomlin ferait en sorte qu'il jouerait ça avec ça. Cela dit, Matt Canada, depuis qu'il a pris la place de Fisher, il y a eu une saison avec un Big Ben vieillissant. Ça a été, oui, mais Big Ben, il y avait encore du slang, mais ça a été la pire saison offensive de Big Ben dans sa carrière avec les Steelers sous Canada. Par la suite, on connaît la suite. Là. Il a fait une saison maintenant avec Mitchell Trubisky en début de saison qui était un désastre, qui est arrivé à la semaine 2, que Chase Claypool, ancien Steelers, a mentionné. On doit faire d'autres choses. On a tellement de joueurs de talent ici. Puis ça, les Steelers, vous le savez, les gars, ils n'aiment pas ça. Fait que bye-bye Chase Claypool une couple de semaines plus tard après ses commentaires. Matt Canada, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à présent avec les Steelers? Regarde, l'offensive des Steelers va pas bien. Par contre, les 5 derniers matchs, je dois lui donner quelque chose. Les 5 derniers matchs, notre recrue, Kenny Pickett, dont Matt Canada a connu brièvement à Pitt University, l'université de Pitt, pour ceux qui nous écoutent, dans la NCAA. Ils sont connus brièvement et ont un bon point de communication, les deux. Puis à la fin, vraiment, là, il a fini la saison avec 12. Tu sais, le rookie a fini avec 5 passes de toucher, avec une interception après la semaine 9. OK? Une méchante belle amélioration après avoir lancé 2 passes de toucher pour 8 interceptions dans ses 5 premières parties. Alors déjà là, tu vois que Matt Canada a fait une ascension avec le jeune corps arrière. Par la suite, on ajoute la ligne offensive. La ligne offensive, c'est clairement un problème. Ils ont mis de l'argent dessus ce off-season, mais ce n'était clairement pas assez. On va avoir besoin d'y aller via le repêchage cette année pour venir colmater ça. Et
je crois que Coach Tomlin, pour répondre à la question de l'auditeur, ne joue pas sa job parce que Coach Tomlin, comme vous le savez, légendaire coach avec les Steelers. Les Steelers, c'est pas vraiment dans la famille Rooney, c'est pas dans leur fibre de mettre les gens dehors. Est-ce que souvent, il y a eu des gens qui voulaient voir Coach Tomlin se faire mettre dehors depuis au moins 5 ans? Oui, est-ce que moi, j'en ai fait partie à ce moment-là, peut-être vous le 7 ans? Oui, assurément, parce qu'un changement fait tout le temps du bien, mais la stabilité d'une organisation est la force. Puis clairement, pour les Steelers, c'est la même chose. T'sais, on parle ici de Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin depuis une éternité. Et ça fait en sorte que l'organisation a 6 Super Bowls. Fait que ça en dit long. Mike Tomlin ne va pas jouer sa job. Matt Canada, par contre, va la jouer. Matt Canada, son contrat va être issu à la fin de l'année. Puis, messieurs, moi, j'irais même plus loin que ça. Je pense pas que le poste de offensive coordinator en ce moment avec les Steelers est le poste le plus sexy de la NFL, malgré le talent avec Najee Harris, Deontay Johnson, un jeune George Pickens. On a Kenny Pickett, une ligne offensive qui va clairement s'améliorer. Je fais juste vous rappeler, messieurs, là, que les Chargers cherchent un coordinateur offensif. Fait que moi, là, si je suis Mike Tomlin, est-ce que je veux le 2e, 3e choix pour coacher cette jeune équipe ou je veux le meilleur? Je veux que les Steelers soient le meilleur emplacement pour une job ouverte. Il n'y a personne, les gars, il n'y a personne qui va me convaincre que les Chargers aient une pire destination que celle des Steelers, OK? Fait que le meilleur coach offensif disponible va aller là-bas. Ça, c'est garanti. Puis là, on peut débattre pour les autres ouvertures. Il y a plusieurs autres ouvertures qui sont disponibles pour des coachs aussi. Alors, je sais que je lance beaucoup de sujets en même temps, mais pour répondre à la question clairement à l'auditeur, non, je ne crois pas qu'il joue sa job. Est-ce que de son côté, il y a eu des rumeurs avec un Byron Leftwich? Est-ce que le style de Byron Leftwich peut vraiment venir aider Kenny Pickett à aller au prochain niveau? J'en doute forcément. Moi, je pense vraiment que Kenny Pickett, là, surtout en le regardant jouer avec l'Université de Pitt, c'est plutôt un corps arrière, surtout dans la NFL, les gars. Là. Dans la NFL, là, les recrues, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps vraiment de les coach up. Fait qu'un beau run game avec Najee Harris, on vient colmater, on vient renforcer en fait là, notre ligne offensive. On le sait que notre défensive là, est absolument incroyable, malgré qu'on va sûrement perdre Brian Flores qui va faire excessivement mal. Mais cela dit, je pense que Coach Tomlin a pris une bonne décision. Mais je veux juste vous dire une chose avant de vous passer le micro. Si j'étais Tomlin, clairement, j'aurais fait un choix émotif puis je l'aurais foutu dehors parce qu'il m'énerve, là, ce coach Canada. Il m'énerve. Écoute, Rick, en tout cas, merci déjà pour ton point. Très honnête, très ouvert. J'ai juste envie de te poser une petite question, vu que c'est la fin de saison pour vous. Pour toi, au niveau de la draft, au niveau de la free agency, sur quoi les Steelers devraient se concentrer? Comme ça, sur le vif. Oui, mais sur le vif, mais honnêtement, là, j'ai déjà monté mon bulletin que je fais à chaque année, puis je l'ai déjà tout inscrit. J'ai même fait les choix des gars que je voulais, en fait, là, sur mon mock draft personnel pour les Steelers. Mais clairement, choix numéro 1, tout dépendant aussi du draft board, messieurs, comme vous le savez, là, le choix là, sur le tableau est très important. Tu sais, Bill Polian, il disait tout le temps, il disait « You take the best player available », tu sais, vous prenez le meilleur joueur disponible, peu importe tes besoins, parce que le meilleur joueur disponible va juste rendre ton équipe meilleure. Fait que, tu sais, c'est vraiment simple. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui veulent un receveur. Moi, je le crois. Moi, je pense pas que c'est la bonne optique et j'attendrai assurément. Moi, je crois que notre plus grande faiblesse, c'est clairement notre ligne offensive. Je crois aussi que notre position des corners, on a besoin d'aide avec les corners. Il ne faut pas oublier, mais si on a laissé partir Mike Hilton, qui est parti aux Bengals pour des peanuts, là, pour une coupe de dollars, là, c'est ridicule.
Fait que ça, par la suite, là, notre tertiaire, le corner, on a besoin d'aide là-dessus. Un middle linebacker, Miles Jack, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir avec ça. Robert Spillane, un bon cover, middle linebacker, mais il y a quand même des lacunes à d'autres endroits. Devin Bush, comme tout le monde sait, un choix de première ronde. On n'a pas pris son année d'option, fait que le middle linebacker va avoir besoin aussi d'être adressé. Alors, la ligne défensive, je crois aussi, il ne faut pas oublier un Cam Hayward. C'est pas normal que Cameron Hayward, le vieux bon vétéran d'Ohio State, c'est un des joueurs les plus dominants de défensive. Assurément, vous avez TJ Watt, vous avez Ryan Fitzpatrick, Minkah Fitzpatrick, excusez-moi, à l'arrière là, en tant que safety. Mais il ne faut pas oublier là, que notre ligne défensive aussi, elle aurait besoin d'aide. Mais si tu me demandes à moi, Eric, c'est quoi vraiment tes top needs? Moi, j'irais ligne offensive ou cornerback première ronde. Puis les Steelers, honnêtement, prennent tout le temps un joueur défensif en première ronde. Fait que ça va sûrement aller pour le cornerback ou un linebacker encore là. Mais moi, personnellement, j'irais joueur de ligne offensive, meilleur joueur disponible par la suite, ton cornerback puis middle linebacker. J'irais aussi adresser par la suite là, la ligne défensive vieillissante qui se fait. Faut pas oublier là, Cameron Hayward, là, oui, il y a eu une extension de contrat, mais l'argent n'est pas totalement garanti, comme vous le savez, dans la NFL, messieurs, là, pour la majorité des positions, mis à part pour les carrières récemment, là, dont Deshaun Watson. Mais cela dit, je pense que ça va être adressé assurément. Puis, tu sais, la position de receveur aussi. Tu sais, oui, les receveurs, vous allez me dire, ouais, mais Eric, t'as quand même Deontay Johnson, gros contrat. Deontay Johnson, les gars, il n'y a pas eu un touché cette année. Pas un touché cette année. Est-ce que c'est un mauvais receveur? Non. Est-ce que George Pickens va éclore? Oui. Est-ce que notre tight end, Pat Freiermuth, fait vraiment, vraiment du bruit? Je l'adore. Me fait penser à un jeune Heath Miller. Heath Miller, là, on ne l'a pas vraiment remplacé depuis sa retraite. Alors oui, pour répondre à ta question là, à plusieurs niveaux, j'irais clairement, tout dépendant des joueurs disponibles dans le repêchage, j'irais prendre un joueur de ligne offensive ou j'irais avec un cornerback. Là. Ok. Bah, écoute, merci Rick pour avoir répondu à la question de Cœur d'Acier. Merci aussi à lui d'avoir posé cette excellente question. Et je te fais encore une dernière passe. Je te passe une dernière fois le ballon pour nous parler bien sûr de ton émission, de l'équipe de Trop Fort pour la Ligue. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Écoute, mais Trop Fort pour la Ligue, messieurs, là, comme vous le savez bien, on a le privilège que vous animez dans le caucus pour nous, de l'autre côté de l'océan. Une émission qui a pris vie en fin de saison, vraiment sur le fly, juste en discutant, puis que clairement, tu sais, les statistiques démontrent qui commence à monter. Puis c'est quand même surprenant pour une émission qui se fait dérouler en plein milieu sans vraiment de promotion. Fait que, mesdames et messieurs qui sont à l'écoute, restez avec nous l'année prochaine parce que j'ai l'impression que dans le caucus, va faire du bruit, pas à peu près de l'autre côté de l'océan. Et nous autres, avec nous, là, on a dans le caucus, nous avons aussi Trop Fort pour la Ligue. Ça, c'est l'entité au complet avec l'émission que j'anime 100% football avec mon collègue Éric Huard. On a d'autres émissions aussi, là, Start and Sit le dimanche live sur nos plateformes. Ça, c'est pour tous les partisans de fantasy football. C'est un must à écouter. Les gars, là, ils décortiquent tous les Start and Sit de la semaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme en répondant à toutes les questions. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas encore, allez voir Trop Fort pour la Ligue. Il est sur Facebook, sur Twitter, bien sûr sur Google Podcast et je crois sur tous les autres sites. Exact. En fait, là, on est en restructuration, mais l'année prochaine, ça va être officiel. On est vraiment partout. Vous pouvez aller voir notre Linktree, page Facebook, site web, Twitter, TikTok, Instagram. Name it, on va être partout. Puis on a des grandes surprises l'année prochaine qu'on est à finaliser que je pense que beaucoup de gens vont aimer. Eh ben, on a déjà hâte. En tout cas, Rick, encore merci à toi d'être venu nous voir vite fait parce que tu es en pause boulot. Non, pas du tout. En fait, comment je pourrais dire?
J'ai l'opportunité puis j'ai la chance professionnellement de pouvoir me libérer. Puis quand que je suis capable, en fait, là, pour surtout venir parler avec vous, ça me fait plus que plaisir. On le sait là, que durant la saison, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, pas beaucoup de temps. Alors quand que je vois dans mon horaire là, que j'ai une case disponible puis que je reçois une invitation pour venir dans votre émission, les gars, je peux juste pas dire non. Là. Bah écoute, en tout cas, merci, c'est très apprécié. Je pense que Joe, il va peut-être te dire un ou deux mots éventuellement. Je vais parler en vrai en plus. Je vais en profiter. C'est vraiment, on échange sur Messenger ensemble, mais c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous et de parler de tes Steelers. Franchement, je t'écoute chaque semaine aussi. C'est un bonheur, hein, 100% football et tout. Je vais pas refaire la pub. Mais j'ai bien aimé ton analyse. Pour moi, c'est vrai que les Steelers, pour revenir vite fait au débat, j'ai adoré tout ton point de vue. Et c'est vrai que moi, de toute façon, au niveau offensive tackle, c'est vrai que offensive tackle ou guard, mais au premier tour, ce serait un offensive tackle quand tu as un Peter Skoronski de Northwestern qui peut chuter ou tu peux aller le trade-up sans que ça te coûte trop cher. C'est un joueur qui apporterait. Et c'est un joueur Steelers, lui. Il sort de Northwestern. C'est un joueur Steelers. C'est quasiment écrit, quoi. C'est quasiment écrit. Ouais. Ce mec, il est aux Steelers, mais c'est le fit parfait, quoi. C'est le fit parfait. Et moi, je pensais si vraiment il draft, comme tu dis, un défenseur au départ, un cornerback, je pensais à Kelly Ringo parce que de Georgia. Parce que c'est vraiment deux joueurs. Alors que Kelly Ringo est comme un petit peu décevant pour donner. Je donne 2-3 petits noms parce qu'on est fan de NCAA ensemble, donc on connaît un petit peu. C'est pour ça. Si les gens ne connaissent pas. Tout à fait. Si les gens ne connaissent pas, je vous invite à aller sur le site. Il y a The Trick Play en France qui a ouvert un site cette semaine et qui font du scouting report. Et ils vont faire plus de 100 joueurs en scouting report. Et allez voir. Là, ils ont déjà sorti plusieurs joueurs, dont Stenson Bennett, Jalen Carter, Miles Murphy. Alors, ils vont en sortir d'autres, mais c'est vraiment super. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vrai que c'est un plaisir de parler toujours avec toi NFL ou football parce que c'est la passion avant tout. Et c'est vrai qu'on échange sur Messenger, des fois on échange le week-end ou je sais pas quoi. Et vraiment, on voit qu'on est des passionnés tous ensemble. Et franchement, merci. Et merci à toi de m'avoir aussi, à Jack et puis toi, de m'avoir fait rejoindre l'aventure Trop Fort pour la Ligue parce que c'est génial et j'adore échanger avec nos amis québécois. C'est fantastique. Écoute, merci beaucoup pour les bons mots. Je te renvoie l'appareil. On doit remercier Jack ici qui a mis en contact toute l'équipe ensemble. Et Jack, là, beaucoup de respect pour lui. J'adore son travail depuis beaucoup d'années. Et écoute, j'adore ton analyse rapidement, l'éterniser, mais sur mon mock draft que j'ai retrouvé en ce moment, en deuxième ronde, j'avais pris un offensive tackle, j'avais pris Anton Harrison d'Oklahoma. C'est lui que j'avais en fait sur mon mock parce que connaissant mes Steelers, ils vont jamais prendre un joueur de ligne offensive en première ronde. L'année dernière, ils l'avaient dans leurs mains. L'année dernière, souvenez-vous, ils l'avaient dans leurs mains. Puis c'est les Ravens qui l'ont pris tout de suite après. Puis les Ravens, ils ont fait un doigt d'honneur des plus grands. Là, vous allez me dire, ouais, mais Eric, ils ont pris Kenny Pickett. Je suis comme, oui, je le comprends, mais pour moi, c'était pas le choix. Mais cela dit, je veux pas m'éterniser. Les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Et je rajoute juste un nom. Et pourquoi pas Mathieu Bergeron chez les Steelers? Ouais, écoute, Matthew K. Bergeron de Syracuse, honnêtement, ça pourrait être un excellent choix. Qui a connu une excellente année, en fait, là, cette année. Vraiment, à chaque année, ils montrent toujours du progrès. Et mais regarde, juste parler de football, c'est juste tellement amusant, les gars. Puis j'ai hâte d'écouter votre émission là, la semaine prochaine, puis jusqu'à la fin de l'année. Là, vous êtes vraiment le fun à écouter. Merci à toi. Merci encore. Écoute, encore merci à toi. Alors, peut-être une bonne journée parce que c'est vrai que chez toi, il est 16h, je crois, si je me rappelle bien. Oui, il est 16h. Donc, Oui, mais on est quand même très bien. Là, ça en va 17h ici au Québec. Puis, je sais pas pour vous, messieurs, là, mais chez nous, on a mangé 30 cm de neige aujourd'hui. Fait que. Un centimètre. Ouais. Fait que passez une belle journée, vous, là, de votre côté de l'océan, pendant que moi, je vais aller pelleter pour une 4e fois aujourd'hui. Nous, 30 cm, ça va. 30 cm en France, tout le monde est sinistré. Hein. Ouais. C'est ça. Chez nous, ils sortent les chasse-neige, ils sont perdus, là. Ils sont perdus complètement. Les Parisiens savent plus quoi faire, c'est la fin du monde. J'en doute pas. Oh bah.
Vous seriez mort de rire, je crois. La plupart, ils savent même pas rouler sur 1 centimètre. Donc, Oh mon Dieu. Mais regardez, là, même ici, on n'est pas mieux parfois. Là, je vais vous dire quelque chose d'un peu de neige, là, puis c'est la folie ici au Québec. D'accord. Bonne fin de journée à toi, puis bonne fin de journée, profite Eric. Et bien de encore la merci. neige. Hein. Hey, merci pour l'invitation. Là. Quand que je peux, ça va me faire plaisir. Si vous décidez de me réinviter, là, j'adore tout le temps parler football avec vous autres, les gars. Ça marche. Merci à toi encore. Hein. Merci. Bonne journée. Salut. Ciao, Eric. Bye. Ciao, Eric. Salut. Et voilà, on vient d'avoir Mystic Rick de Trop Fort pour la Ligue, de 100% football. Donc, si vous ne connaissez pas, on vous invite, on vous conseille d'aller l'écouter en compagnie d'un autre Rick. Ils font une superbe émission. Ça donne un avis un peu plus nord-américain, comme j'aime le dire. Bon, mon Joe, on va passer maintenant à d'autres sujets parce que des sujets, on en aura quand même quelques-uns. Après, on les fera peut-être pas tous, mais on verra. Alors, on a déjà le premier sujet, Cowboys. Pourquoi conclut-il pas coaching quarterback? Point d'interrogation. Autre sujet, Burrow dans les traces de Mahomes. Sujet numéro 3, on a ainsi que manque-t-il aux Bills pour accéder au Super Bowl? Et enfin, on a aussi 2 questions d'auditeurs qu'on va essayer quand même de répondre. On va essayer de répondre dans cette émission. On a la question de Paul. Pensez-vous qu'un jour, les Cardinals pourront sortir du fond du tableau? Sinon, que faudrait-il changer? Et on a l'ami Tony Montana qui nous dit « Bonjour, pour vous, quelle a été la révélation ou la surprise de cette saison ?» Alors Joe, quel est le sujet qui te tente? Moi, faut que je parle des Cowboys. Là. Je ne peux plus. Alors, écoute, sujet numéro 2, donc, les Cowboys de Dallas, pourquoi n'arrivent-ils pas à conclure? Donc, vas-y, mon petit Joe. Jerry Jones, toi qui es le GM, même pas le GM, le patron de cette franchise, toi qui détiens cette franchise, mais que fais-tu? Mais que fais-tu? Tu es la franchise la plus chère de la ligue. Tu n'arrives pas à atteindre ce fichu Super Bowl. Depuis combien de temps? Je n'ose même pas annoncer la date, c'est tellement incroyable, je ne comprends pas. Mike McCarthy, très bon choix en soi. Il avait fait ce qu'il fallait aux Packers, mais la preuve qu'il est limité, la preuve qu'il n'a pas à franchir le cap, la preuve que ça ne marche pas, à un moment donné, ce n'est plus possible. Le mec, il fait des saisons positives, mais tu ne vas pas au bout. Tu ne vas pas au bout avec les armes que tu as. Là, ce coup-ci, la défense des Cowboys commence à vieillir. Il y a des joueurs qui vont partir. La ligne offensive, n'en parlons pas. En plus, cette saison, vous vous débarrassez de certains receveurs qui pouvaient vous apporter un plus dans l'effectif. Vous en débarrassez. Voilà, je ne sais pas moi. Kellen Moore, le coordinateur offensif, je ne sais pas quoi penser de toi là aujourd'hui. On a vu ce que tu as apporté ce week-end contre San Francisco. C'est quoi ce dernier play appelé quoi? C'est McCarthy, c'est toi, mais comment tu peux appeler un play pareil quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jerry Jones, s'il vous plaît, monsieur, qui avait peut-être qui avait révolutionné cette franchise quand vous l'avez acheté. Mais à un moment donné, vous êtes un homme d'affaires et tout. Purée, c'est pas possible d'échouer autant de fois pour une franchise, la franchise la plus chère du monde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Je me mets à la place. Pourtant, les Cowboys, je ne porte pas cette franchise dans mon cœur. Et loin de là en plus, hein. Je suis loin d'aimer les Cowboys. Hein. Mais franchement, ce n'est pas possible. Dak Prescott, on a vu ses limites. Vous leur avez fait signer un énorme contrat. Je lisais encore sur Dallas France, sur Twitter. Ils peuvent même pas les changer, ils peuvent rien faire. Le mec, le contrat coûte tellement cher, le cut coûte tellement cher qu'ils ne peuvent même pas ils peuvent même pas le trader, ils peuvent même pas changer de quarterback. Mais comment vous gérez, comment la franchise est gérée? Ezekiel Elliott, c'est la fin pour lui. On a donné un gros contrat, mais stop, quoi, faut arrêter. Maintenant, je sais pas moi, je sais pas ce que tu en penses, Jax, mais les Cowboys, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je ne peux pas comprendre que cette franchise ne mette pas les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. Je ne comprends pas. Il faut un grand coach. Et comme disaient nos chers collègues dans 100% football, s'il vous plaît, faites venir Sean Payton, quoi. Là, moi, je peux plus, quoi. Je peux plus. McCarthy, je suis désolé, mais je peux plus, quoi.
Ouais, écoute, je suis moins transcendant, moins appuyé. Vous savez, en général, je vulgarise le football. C'est un peu mon but sur la chaîne et tout. Alors, les Cowboys, bon, c'est vrai que c'est pas non plus une équipe que je porte dans mon cœur. Effectivement, tu as très bien relevé le truc que de notre ami Cowboys France sur Twitter, qu'on vous invite aussi à suivre, qui est très sympa en plus. Qui a très bien argumenté sur le sujet. Donc, il est vraiment, Dak Prescott est intransférable. Après, je pense pas que c'est vraiment lui le problème parce que c'est quand même un bon joueur. Ezekiel Elliott, par contre, effectivement, je pense que c'est bientôt temps qu'il tire sa révérence. On a encore Tony Pollard. Je pense par contre que Mike McCarthy, je te rejoins à 100%. Moi, Mike McCarthy, je ne le porte pas dans mon cœur. Alors, ouais, je crois qu'il a un Super Bowl avec de gagner, mais bon, c'est un peu comme Matt Lafleur, c'est Aaron Rodgers dépendant, quoi. Le mec, il est capable de sortir un truc, puis 10 secondes après, il sait même plus comment il s'appelle, tellement il fait de gaffe. Donc, moi, personnellement, voilà. Après, il ne faut pas oublier aussi que les Cowboys, cette saison encore, ils ont eu quelques petits soucis de la O-line. Je crois qu'il y a deux de leurs mecs qui sont crachés avant même le début de saison. Je me rappelle quand on avait fait la preview, il y avait déjà un joueur de O-line qui était blessé. Et je crois après la preview, il y a l'info qui était tombée. Il y avait un de leurs joueurs importants sur la O-line qui s'était blessé également. Donc voilà. Après, pour moi, par contre, aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je pense en tout cas, sans vouloir être méchant, c'est que Dallas a loupé le cut. L'année dernière, ils avaient une attaque à peu près potable. Ils avaient une bonne attaque. Ils avaient une bonne défense. Là, cette fois-ci, ils ont encore une bonne défense. L'attaque est en train de décliner. Alors, ok, tu as CeeDee Lamb qui était là. Tu as Tony Pollard qui était là. Mais pour moi, là, c'est en train de s'essouffler. Et je pense que Dallas, s'il ne se reprend pas, s'ils ne font pas vraiment un truc assez monstrueux, ou avec un coup de chance à la draft, ils vont doucement péricliter, redescendre à nouveau, parce qu'ils ont loupé, pour moi, la marche pour aller plus haut. Ça, c'était l'année dernière. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait? Bah déjà un autre coach. Et je pense que Sean Payton, c'est une excellente idée, Joe, que tu lances. Un autre quarterback? Pas forcément. Mais un autre coach, ouais. Ça, je suis pour. Après, à voir ce que ça donne. Mais je dirais peut-être un ou deux autres bons receveurs, peut-être. Et encore un coureur si tu fais partir Ezekiel Elliott. La défense, éventuellement, garde-la comme ça. Mais le coach, pour moi, c'est vraiment la principale source de problème. Voilà. Non, mais ouais, bien sûr, non, non, mais bien sûr, non, mais je comprends ce que tu dis, mais Dak Prescott, en étant en live, Jacques, qu'est-ce que j'ai dit sur Dak Prescott avant le match? Avant que le match se lance, qu'est-ce que j'ai dit? Il va Tu se t'en planter? souviens? J'ai dit quoi? Euh, Minimum 2 interceptions pour Dak Prescott. Ouais, un truc dans le genre, je sais plus. J'avais dit 2 inters pour lui et 2 inters pour Purdy. Mais voilà, je souhaitais pas avoir raison. Mais purée, mais c'est écrit, ces quarterbacks ne peuvent pas franchir le cap. Alors oui, il y a des quarterbacks qui permettent d'aller au Super Bowl et qui sont pas aussi bons que Dak Prescott. Peut-être ça existait, mais je suis désolé, ces quarterbacks-là, un Jared Goff a joué un Super Bowl. Un Dak Prescott ne l'a pas joué. Voilà, pour faire ça, on a beau me dire que c'était Sean McVay qui coachait. Oui, Sean McVay coachait, on est d'accord. Mais je voudrais voir un Dak Prescott avec un Sean Payton et voir ce que ça peut donner. Mais j'en suis pas convaincu. Voilà, pour conclure sur les Cowboys. Ouais, bon, on va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai dit aussi ce que j'avais à dire. Après, ouais, Dak Prescott avec un autre coach, je demande à voir aussi, quoi. Maintenant, est-ce qu'ils vont changer de coach? J'ai un doute. Puis de toute façon, on le savait, comme on l'avait dit, comme on l'a dit, comme on l'a tous dit, Dallas, ça va passer un tour maximum, voire deux, et puis ça va s'écraser. Eh ben, on a eu raison. Bon, on va pas aller plus loin dans le sujet. Alors, maintenant, sujet numéro 2. Personnellement, j'ai envie de parler de la question de Paul. Donc, je la rappelle. Donc, merci à toi déjà pour ta question. Pensez-vous qu'un jour, les Cardinals pourront sortir du fond du tableau? Sinon, que faudrait-il changer? Alors, Joe, est-ce que tu as envie de prendre la main sur ce sujet ou est-ce que tu veux que j'attaque? Non, j'ai attaqué sur l'autre, je te laisse attaquer, vas-y. Ça marche. Alors, les Cardinals, c'est une équipe que j'aime bien, dans le fond. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Il y a quelques bons joueurs. Par contre, malheureusement, Paul, et je suis désolé de te dire ça, c'est que pour moi, normalement, à moins vraiment d'un coup de génie lors de la draft, là, les Cardinals vont être en phase descendante parce que leur apogée, c'était l'an dernier. Là, cette année, l'équipe est en train de péricliter.
On l'a vu, il fallait virer Cliff Kingsbury la saison dernière parce que, ok, il te fait toujours des putains de débuts de saison. On l'a déjà dit, je l'ai redit. Il fait des très bonnes saisons, on le sait tous, mais au bout d'un moment, il s'écroule. Sauf que là, cette année, il n'a même pas réussi à faire ça. Et pourtant, l'année dernière, même l'année d'avant, il avait un bon effectif, mais il n'est pas capable de gérer cet tel effectif. Et là, en plus, on ne sait même pas si le quarterback sera de retour, si Kyler Murray sera de retour dès le début de saison. DeAndre Hopkins devrait partir. Et ça commence à coincer un peu. Alors, tu as peut-être Zach Ertz qui devrait rester. La défense, il n'y a plus grand monde non plus. Donc, personnellement, non. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Déjà, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir en tant que head coach. Donc, déjà, ils ont pris déjà la bonne première décision. Après, visiblement, je pense qu'ils sont vraiment dans une phase de reconstruction puisqu'ils veulent absolument échanger Diop. Donc, à moins d'un gros coup, sinon déjà, changer le coach et après, à voir ce que ça donnera. Kyler Murray, je pense qu'avec quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui sait avoir de l'autorité, les Cardinals pourraient bien jouer avec lui parce qu'on sait qu'il est capable de faire de bonnes actions. Alors, Joe, toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, enfin, qu'est-ce que tu penses de cette question? Non, c'est une question très intéressante. Après, je me dis que s'ils prennent le bon coach, un bon coaching staff, on a vu ce qu'a apporté la bonne draft aux Seahawks, on a vu ce qu'a apporté une bonne draft aux Giants, on a vu ce que ça a apporté une bonne draft à New York. Alors, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être l'équipe surprise la saison prochaine. S'ils font bien le travail, s'ils remettent un nouveau coach, pourquoi pas faire une saison un peu comme les Seahawks cette année, tu vois, même pas être playoff, mais être un bilan positif, quoi, tu vois, à 9-8, quoi, tu vois, tu es à 9-8, bon, voilà, pour la première saison, ou à 8-9, parce que tu en phase de reconstruction, je dis pourquoi pas. Mais par contre, voilà, il va falloir drafter les bons joueurs, il va falloir drafter sur la ligne offensive, parce qu'il va falloir quand même qu'à un moment donné, Kyler Murray, que j'aime pas spécialement comme style de quarterback, euh, qui a trop parlé en début de saison. Je l'ai déjà dit ici, je te l'ai déjà dit, Jack, il avait trop parlé. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même des qualités. Et je me dis, drafter deux, trois bons joueurs sur la ligne offensive, à la free agency, il faut savoir que s'ils vendent des DeAndre Hopkins, ils vont avoir des tours de draft, ils vont avoir du cap, ils vont avoir pas mal de choses. En sachant qu'en plus, DJ Watt a terminé, c'était un gros contrat, donc ça libère aussi du cap. Je me dis, ils vont pouvoir choper peut-être des bons receveurs aussi, que ce soit à la free agency ou à la prochaine draft. Il n'y a pas des Jamar Chase, il n'y a pas des Chris Olave à la draft qui va arriver, mais il y aura quand même des receveurs qui sont intéressants à drafter et à l'avenir, au pire, ça sera des receveurs 2, voire 3. Et puis, qu'est-ce qu'on sait que tu ne vas pas aller chercher un receveur 1 à la free agency, quoi. Des receveurs, il va y en avoir des libres, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, je me dis pourquoi pas. Et je me dis, les Cardinals peuvent revenir, mais avant tout, il faudra qu'ils fassent une draft ou une free agency monstrueuse ou du moins intelligente. Pas spécialement clinquante sur le papier, mais intelligente. Qui disait que les Seahawks allaient faire une saison comme ça? Vous avez vu la ligne offensive, ils ont drafté 2 joueurs, ça change la ligne offensive. Geno Smith a battu même les records de Russell Wilson, il a tout battu cette saison. C'est quand même incroyable, quoi. Qui aurait écrit ça? Personne ne pouvait le prédire. Bon, il y a aussi Pete Carroll qui est un génie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je me dis, rien n'est impossible en NFL. La NFL va très vite. On l'a vu avec les Jaguars. Hein, les 2 dernières saisons, ils étaient first pick. Là, ils jouent les wildcards cette saison. Ça a très bien travaillé. Ils ont fait venir des gens. Ils ont payé des receveurs. Ils ont mis de l'argent. Ils ont mis beaucoup d'argent. Mais ça a payé quand même. Bon, ils ne sont pas au Super Bowl, mais ça a payé. Je me dis, en NFL, ça peut très vite changer. Ça peut très vite évoluer dans l'autre sens. Mais tout simplement, il faut qu'ils travaillent intelligemment, comme on fait les Lions, comme on fait les Seahawks, comme on fait les Jaguars. Et je me dis que de toute façon, les Cardinals ne peuvent pas faire la même saison qu'ils ont fait cette année. C'est pas possible, c'est catastrophique. C'est vrai que même si je ne m'attendais pas à une excellente saison de leur part, alors je ne sais plus exactement à combien je les avais mis en termes de stats. Attendez, d'ailleurs, j'ai peut-être la feuille. Les cartes, je les avais annoncées à 7-10. Alors, je crois ils avaient fait quoi? 5, je crois, non? 5 victoires, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'était 5. Bon, voilà. Après, il y a eu aussi un peu de malchance. Il y avait Zachary qui était blessé, Kyler Murray s'est blessé aussi. Voilà, il y a eu pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'il y a 4-13 pour rectifier. 4-13, pardon.
Merci Joe. On était en fin de cycle aussi. Enfin, ça sentait la fin de cycle. Donc, et à moi vraiment, déjà, comme tu l'as mentionné, les Jaguars ont réussi à rebondir. Pourquoi ils ont réussi à rebondir? Parce qu'ils ont réussi à prendre aussi un coach qui sait faire les choses. On a vu ça aussi chez les Giants. C'est deux équipes que ça fait quelques semaines, voire quelques mois pour les Giants qu'on vante parce que on sait que c'est des coachs et un coach, ça te change. Ça peut quasiment tout te changer. Donc, avec un bon coach, ça peut aller très, très vite. Après, je crois que le GM aussi va changer. Donc, il va falloir voir aussi. Il va falloir voir qui c'est qui va partir aussi. Donc, je me répète un peu. Moi, je dirais, il y a une saison de transition minimum à voir qui c'est qui vont recruter parce que malheureusement, j'aimerais bien les voir plus haut. Je t'avoue que l'année dernière, moi, l'équipe me faisait rêver. C'était juste le coach le problème. J'ai eu malheureusement raison. Ouais, vas-y, Joe. Et je veux juste rajouter, regardez ce qu'ont fait les Lions il y a 2 ans. Ils ont drafté Penny Sewell. C'était le début de la reconstruction. Il y a eu Jared Goff qui est arrivé. Personne ne croyait en Jared Goff. Ils ont construit petit à petit leur effectif. C'est pas des joueurs qui claquent sur le papier, mais on voit ce que ça donne maintenant. Hein. Les receveurs, c'est incroyable. La ligne, c'est incroyable. Là, cette année, ils ont drafté Aiden Hutchinson au premier tour. Le mec, il se révèle, il monte en puissance à la fin de saison. C'est incroyable la fin de saison qu'il fait. Voilà, c'est du travail intelligent, c'est ce que je veux dire. Et les Lions, ça faisait quand même un paquet d'années qu'ils commençaient à être en galère quand même. Hein, et là, cette saison, il finit sa saison positive en battant les Packers 2 fois cette saison. C'est quand même incroyable. C'était du jamais vu depuis je ne sais plus combien de temps. Mais voilà, mais ça a travaillé intelligemment. Et je me dis, je ne vois pas pourquoi d'autres équipes arriveraient à le faire, en sachant en plus que vous allez changer le coaching staff quasiment complet. Ben, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez les Cardinals. Tout simplement, il faut du changement et il faut travailler intelligemment. Voilà. Ah, voilà Paul, merci en tout cas pour ta question. J'espère qu'on y a répondu et n'hésitez pas tous à nous en poser d'autres. Donc maintenant, Joe, alors il nous reste à peu près 3 questions. Non, mais il y en avait encore une quatrième, mais je pense que vu le temps qu'on a déjà pris, on la passera peut-être une prochaine fois parce qu'on aura encore le temps. Alors, il y a Burrow dans les traces de Mahomes. Que manque-t-il aux Bills pour accéder au Super Bowl? Et enfin, on a la question de Denis Montana, que je rappelle. Quelle est la révélation ou la surprise de cette saison pour nous? Alors, ton sujet, même si je pense avoir une petite idée du sujet que tu vas vouloir. Non, mais on va répondre à Tony Montana. Ah bah d'accord. C'est bien okay. aussi. C'est bien aussi de répondre à. Alors, est-ce que tu veux. Ah bah oui, oui, attends, on demande des questions, donc c'est bien d'avoir des réponses. Bien sûr, c'est bien de répondre quand même. C'est bien de répondre. Agréablement surpris d'avoir eu 4 questions, 4 excellentes questions. Donc, bien sûr que ça, on se fera un très, très grand plaisir d'y répondre. Donc, alors, quelle a été la révélation ou la surprise? Alors, en équipe, des surprises, il y en a eu quand même pas mal. Parce que je ne sais pas si tu parles de joueurs ou d'équipes. Donc, au niveau des équipes, on l'a déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Niveau surprise, moi, il y a les Jaguars qui m'ont surpris, agréablement surpris. Tu as les Giants et tu as les Seahawks et les Lions. Pour moi, et les Jets. Pour moi, ça, c'est au niveau joueur. Équipe, c'est pour moi les 5 équipes qui m'ont agréablement surpris. Et au niveau, alors, révélation ou surprise, je dirais déjà Geno Smith pour les Seahawks qui a fait. Bon, est-ce que ça sera un coup d'une saison? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur qui m'a vraiment épaté cette année. On se foutait de sa gueule en début de saison. Mine de rien, il a quand même fait du très très bon boulot. Donc voilà. Après, j'ai de tête que ça, j'ai pas d'autres joueurs, donc je te laisse un peu répondre toi. Puis après, peut-être il y en a d'autres qui vont me revenir en tête. Ouais, moi, de toute façon, vous l'avez entendu toute la saison, un peu même dans le caucus, les Lions, quoi. Ça a été vraiment mon coup de cœur. Offensif, défensif, ça prenait peu de points, mais par contre, ça envoyait du steak en attaque, ça marquait beaucoup, beaucoup de points. Et j'ai adoré cette franchise. Et franchement, Détroit, ça fait pas rêver comme ville, bien évidemment. Mais purée, qu'est-ce qu'ils ont été bons. Et moi, j'ai envie de dire, Dan Campbell, chapeau. Chapeau parce que tout le monde se foutait de lui, tout le monde se moquait de lui. À un moment dans la saison, début de saison, ils étaient à 1-6, il ne savait pas trop, il limite les larmes aux yeux. C'est un mec qui vit le football, qui sent le football, il vit que pour ça. Et j'ai envie de dire, le mec, il est entier, quoi. Et le mec, il a envie de chialer, il chiale, il a envie de te dire
putain que c'est bon, j'ai envie d'aller boire une bière, excusez-moi pour mon langage, mais j'ai envie d'aller boire une bière, il va aller boire une bière. Euh, euh, non, mais moi, c'est ça que j'adore en NFL. Moi, j'étais un fan de soccer au départ. Moi, les discours, tout écrit, tout modelé, tout machin, ça m'ennuie, quoi. Moi, j'ai envie de voir, tu vois, j'ai rien contre Tom Brady, c'est une légende, je l'adore. En plus, j'ai vraiment rien contre lui. Mais tu vois, comme Aaron Rodgers, tous ces trucs, c'est formaté, c'est précis. S'il le dit, c'est qu'il a envie de faire parler. S'il ne le dit pas, c'est que c'était écrit avant qu'il disait bah, c'est pour faire du buzz. Voilà, c'est tout segmenté. Et ça, j'aime pas. Dan Campbell, c'est le mec qui est vrai. Il arrive en conférence de presse, il a envie de dire je suis lessivé, je suis mort. Voilà. S'il a envie de te dire, eh ben, on a été nul, on a été nul. S'il a envie de dire, j'ai envie de lâcher des lions à l'entraînement pour montrer ce que c'est pour faire mordre les mollets à mes joueurs, si pour qu'ils avancent plus vite, je le ferai. Voilà, c'est tout ça, en fait. Euh, voilà, j'ai envie de dire Dan Campbell, quoi. Dan Campbell, bravo. Et, et en 2 saisons de coach, il a complètement redonné vie à cette franchise. Et franchement, moi, je dis encore chapeau bas parce que c'est un régal, quoi. C'est un régal. Voilà, après, puis en tant que joueur, Patrick Mahomes, sa saison a plus de 5 milliards. Hein. Voilà, je vais pas là-dessus, je vais pas démordre. Hein. De toute façon, pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas au-dessus de lui. Euh, et sinon, j'ai adoré, je l'adorais Jean NCAA, mais j'ai adoré la saison de Chris Olave. Mon Dieu, ce joueur aura un vrai QB avec lui, mais pop, 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 pop. Ce mec, il est incroyable. Il est incroyable. Si vous avez le Game Pass avec la NFL, et vous savez, vous pouvez regarder depuis la hauteur les Le point de actions. vue du coach, non, c'est ça? Ouais, non, le point de vue derrière, tu sais, tu vois toute la ligne en fait, tu vois tout le Mais monde. c'est pas appelé le point de Et, vue du coach, ça? C'est oh, pas je ça? sais, ouais, peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. Ouais, Moi, je je l'ai pense que c'est pas. ça. Mais si vous regardez ces moments-là et vous regardez les tracés de Chris Olave, franchement, c'est un récital. C'est un monstre. C'est tout simplement au millimètre près. Regardez ces tracés, ça a montré dans toutes les écoles de football. Moi, je suis pas un grand spécialiste, je me prétends pas en tant que connaisseur du foot US, mais franchement, allez voir Chris Olave, c'est un régal à regarder jouer. Franchement, regardez et vous venez me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Je serais ravi d'échanger. Mais franchement, si Seine France nous écoute ou tout ça, allez voir. Et franchement, Chris Olave, vous allez voir ce joueur, il est monstrueux. Mais voilà, moi, c'est bon, je me suis rappelé quelques joueurs en attendant. Donc, en révélation de l'année, parce que c'est vrai que l'année dernière, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'année dernière, il n'avait pas joué, je crois, il était blessé tout le long de la saison. Travis Etienne, le running des Jaguars, qui m'a véritablement épaté dès le début de saison. Le mec, franchement, il est important pour l'équipe. On comprend pourquoi il a été drafté haut. C'est vraiment pas une aberration. C'est un super bon joueur. Et franchement, je pense que les Jaguars lui en doivent plus d'une de leur victoire. Parce que franchement, top pour le gars. Après, en comeback, j'ai envie de dire, c'est Saquon Barkley. Alors, je suis pas un fan de base de lui, mais lui aussi. Quand tu vois la saison qu'il a battue, déjà à l'époque, on écoutait un autre podcast d'amis québécois qui parlait justement qu'il y en a c'était David d'ailleurs qu'on salue, qui est allé voir à New York l'entraînement des Giants et qui nous avait parlé de Saquon Barkley. Et bah, mine de rien, il s'est pas trompé. C'est vrai que le gars était fit, il est vraiment de retour. Ça fait beaucoup de bien et c'est très très agréable. Et enfin, mon petit rookie de l'année, Monsieur Sauce Gardner, qui a renouvelé vie en partie, grâce à lui et grâce à d'autres aussi, à la défense des Jets et à l'équipe des Jets. Donc franchement, top, parce que j'ai vraiment très très apprécié. Il a confirmé ce qu'on attendait de lui. Il était même aussi impressionnant qu'en NCAA. Et ça, franchement, c'est pas évident. Donc bravo aux Jets aussi pour ça et bravo à lui. Il faut savoir que là, sur la fin de saison, des GM interdisaient leur quarterback de lancer de son côté, quoi. C'est pour dire l'influence qu'il a déjà, quoi. C'est incroyable. C'est lui qui a le meilleur passe, le meilleur taux de passe défendu. Il est monstrueux, monstrueux.
Voilà, bah écoute, merci Tony Montana d'avoir posé une question et n'hésite pas non plus à en reposer en espérant qu'on a répondu à vos questions. Maintenant, on va s'intéresser encore aux 2 sujets qui nous restent, ou alors on devrait avoir à peu près assez de temps, on essaie de faire 1 heure à peu près. Alors, Burrow dans les traces de Mahomes ou les Bills? Les Bills. Allez, on va parler aux Bills. La semaine dernière, on était très porté quarterback. Cette semaine, on est plus sur les bilans. Alors, que manque-t-il aux Bills pour accéder au Super Bowl? Ça, c'est une question qu'on s'est posée déjà en live la semaine dernière. Alors, moi, personnellement, je ne me l'étais pas posé jusqu'au live de dimanche dernier quand on commentait le match. Mais c'est vrai que est-ce que on peut commencer à se poser la question, est-ce que McDermott est le coach qui peut faire gagner les Bills? Alors, c'est un super coach. Il a relevé l'équipe. L'équipe est magnifique et tout. Est-ce que c'est l'équipe peut-être qui est simplement loser magnifique? On peut se poser aussi la question. Et sinon, et c'est vrai que c'est une excellente question. C'est est-ce que vraiment, selon vous, selon nous, est-ce que Sean McDermott peut être capable de ramener Buffalo au moins jusqu'en finale? Faut avouer aussi que Buffalo a eu pas mal de poids cette année. Je l'ai encore dit. En plus, on a appris encore que Josh Allen a été blessé comme une partie de la saison. Ça a dû jouer aussi. Et je ne sais pas. C'est vrai que des fois, je me demande, est-ce que l'arrivée d'un nouveau coach pourrait être éventuellement peut-être la solution, le petit truc. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu Von Miller. On a perdu Von Miller il y a déjà quelques matchs. Et en playoff, ça aurait été un atout monstre. J'ai hâte de voir. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir ce que va donner la free agency. Je me doute bien que le coach ne va pas sauter. Logiquement, entre guillemets, ça serait vraiment assez culotté. J'ai hâte de voir ce que va donner la free agency. Pour moi, j'ai un petit peu peur quand même que certains commencent à en avoir marre et que doucement aussi, la marche était un peu trop haute. Et ben, ça va commencer à descendre à Buffalo. La hype va commencer peut-être à descendre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner durant l'intersaison. J'espère pour eux qu'ils vont me donner tort parce que c'est une équipe que j'aime bien avec des supporters que j'aime bien. Donc, franchement, ça me ferait chier de les revoir redescendre. Même si c'est des rivaux de division, parce que de base, je tiens les Patriots, vous le savez. Mais bon, j'aime bien cette équipe, j'aime bien le fun qu'il y a là-bas. Et ça me ferait franchement chier, si j'ose dire. Mais bon. Alors, Joe, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je dis qu'ils ont laissé passer leur chance, clairement. Parce que il s'est passé certaines choses. Bon, Sean McDermott, il arrive en 2017, il n'a qu'une saison négative. Il fait un 6-10 en 2018, sinon c'est 9-7, 10-6, 13-3, 11-6, 13-3. Donc le bilan est correct, hein, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un Matt LaFleur, quoi? Tout simplement. Il n'arrive pas à faire les bonnes choses au bon moment. Il n'arrive pas à step up au moment où il faut. Je l'avais dit peut-être, toi, on a tout focus, à un moment donné, ils ont tout focus sur Damar Hamlin, il était dans le vestiaire à la mi-temps, il était là, les caméras tournées vers lui, tout. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un trop? Après, tant mieux, il va bien Damar Hamlin, je suis content pour lui, j'espère le revoir sur un terrain, c'est ce qu'il faut, il est soigné, j'espère qu'il va bien se soigner et qu'il pourra revenir un jour. Tant mieux pour lui. Pour sa famille, pour tout le monde, tant mieux pour lui, pour les gens qu'il aide, parce qu'il est dans pas mal d'associations, alors qu'il est tout jeune, ce mec. Tant mieux, quoi. Il faut que ça continue. Mais Sean McDermott, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup déçu lors de ce match, Leslie Frazier, quoi, le coordinateur défensif, on n'a pas reconnu cette défense débile, cette défense qui est agressive habituellement, qui est quand même, qui rend. Les Bills sont connus pour être agressifs et mettre de l'impact. Et là, on n'a rien vu du tout contre les Bengals. On n'a rien vu. Et ça m'inquiète. Parce que Leslie Frazier, c'est quand même purée, un super coordinateur défensif. Mais là, ça n'a pas été bon. Pourtant, je l'adore. Je l'adore. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai entendu, et cette semaine, il annonce en conférence de presse, les joueurs étaient rincés. Les joueurs étaient morts. Mais comment c'est possible? Tu joues à Divisional Round, tu joues chez toi à domicile. C'est la saison ou jamais. Là, ils vont avoir des départs. Il y a des gens qui vont partir, ils sont en fin de contrat. Il y a des joueurs qui seront plus là la saison prochaine, qui vont à la free agency. Mais comment vous allez faire? Vous avez donné un gros contrat. Nos amis de 100% football dans notre fort pour la ligue, ils l'ont annoncé cette semaine. L'année prochaine, ça sera temps pour
Pour Josh Allen, l'année d'après, ça sera tant. Mais tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Il y aura de moins en moins de plafond, de moins en moins d'argent pour pouvoir faire des choses. Et je me dis, ça va devenir compliqué. Et puis pour finir d'appuyer là-dessus, bon, ils n'y peuvent rien. Il est parti, il est parti. Mais est-ce que c'est pas l'effet Brian Daboll? Parce qu'on a vu un Josh Allen un peu plus en difficulté que les saisons passées, alors qu'en début de saison, il a super bien démarré. Et dans les moments où il a fallu être où ils étaient dans le dur, est-ce que Brian Daboll, qui est parti chez les Giants, ne manque pas? Et là, je me pose la question parce que c'est pas le même Josh Allen non plus. Et Josh Allen a fait pas mal d'interceptions sur les moments de cette fin de saison. Et oui, je veux bien croire qu'il est joué blessé, hein, ça, c'est pas un problème. Mais je me dis, est-ce qu'il ne faut pas un peu de changement chez les Bills? Alors, je ne dis pas qu'il faut changer McDermott, hein, loin de là, mais ça me ferait chier pour les Steve Frazier. Mais à un moment donné, tu ne peux pas avoir les joueurs qui sont rincés en divisional round à 2 matchs du Super Bowl. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu aussi le côté loser magnifique. Donc, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas très très bien le football, notamment des années 90, si je ne raconte pas de bêtises, Buffalo, c'était quand même à l'époque une immense équipe qui a perdu 4 Super Bowls consécutifs. Ça, c'était dans les années 90. Voilà, donc il y a un peu ce côté aussi un peu loser magnifique. Ça a été longtemps aussi sans playoff et tout. Mais bon, moi, il y a aussi un peu de malchance, mais c'est vrai que le point Brian Daboll, c'est un excellent point parce que quand tu vois ce qu'il a fait en une saison aux Giants, faire passer, revivre Saquon Barkley que j'ai parlé avant, faire vivre Daniel Jones aussi, voir tout ce qu'il a fait avec pas grand-chose, quoi, ou avec des joueurs, franchement, c'est pas du haut niveau. C'est vrai qu'effectivement, Joe, c'est un très très bon point que tu ramènes là-dessus. Je sais pas, moi, Sean McDermott non plus, d'un côté, je ne vois pas partir. Je veux voir ce que va donner la free agency. Je veux vraiment voir parce que là, on est vraiment dans du football. Football. Fiction, merci. Football fiction. Et non, normalement. Bon, après, je saluerais quand même les couilles du président des Bills de faire ça. Surtout si c'est pour prendre encore un coach encore meilleur, avec un plus haut statut. Après, est-ce que c'est la solution? Peut-être pas. C'est peut-être simplement le manque de chance, comme je le rappelle. Donc, ils ont eu pas mal de blessés, pas mal de gens importants qui n'étaient pas là. Voilà. Après, c'est peut-être une combinaison de tout aussi. Est-ce que peut-être la blessure de leur collègue qui les a peut-être plus bouffés émotionnellement? Peut-être aussi. Après, je trouve aussi que les Bengals sont très, très bien rentrés dans le match. Tu vois la défense a eu beaucoup de mal à s'adapter aussi. Pourquoi? Et à réagir. Pourquoi? Quand tu vois les premières passes, déjà Joe Burrow jouait éloigné de sa O-line, était souvent en shotgun, il faisait des passes quand même hyper rapides. Donc du coup, pour une défense, c'est vrai que c'est dur. Va saquer le quarterback quand le quarterback lance en quoi? En 2 secondes, 2 secondes 5, quoi. Même pas. Donc déjà ça, je pense que ça a dû être aussi un élément peut-être qui a fait que. Mais c'est vrai qu'on les voyait pas dans le match, quoi. À la mi-temps, déjà, on le savait. Ils ne sont pas ajustés, puis tu as l'impression qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, quoi. Ah oui, complètement. Moi, j'étais déçu. Hein. J'étais déçu. Hein. C'était notre affiche de la semaine, quasiment, ou une de nos affiches de la semaine dernière. Même en début de saison, tu nous aurais dit un divisional round Bengals Bills, on aurait sauté de joie, quoi. Mais non, effectivement, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. Ils étaient vraiment vidés. Je pense que c'est peut-être. Alors, s'ils étaient vidés, je dirais peut-être c'était vidé émotionnellement, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, je pensais que ça allait donner, tu vois, un boost, comme on en avait parlé une fois, ça allait leur donner un boost de voir leurs potes et tout de nouveau. Et en fait, non, ça a été l'effet inverse. Après, ça peut être compréhensible aussi. Hein. Oui. Le week-end-là, c'est traumatisant. Hein. Tu as beau être joueur de NFL et puis de gagner des millions. Hein. Les millions, c'est pas ça qui te fait rester en vie. Hein. Quand t'es pas bien, t'es pas bien. Hein. Exactement. Donc, mais c'est dommage pour eux, quoi. C'est dommage pour les Bills. Oui. C'est encore une chance une chance de manquer, quoi. Bon, en tout cas, on a hâte de voir encore une fois la free agency, ce que ça va donner, parce que ils n'ont pas dit leur dernier mot non plus, je pense. Bon, mon Joe, il ne nous reste plus qu'une question, et pas des moindres. Alors, est-ce que Burrow est dans les traces de Pat Mahomes, selon toi? Vu que c'est toi qui nous as suggéré cette excellente question. Eh ben, j'y vais si tu veux avec mes arguments. Ah bah vas-y, parce que moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Pour moi, oui, il est dans les traces.
Il est dans les traces de Mahomes. Burrow, après 3 saisons, c'est 11 774 yards, 82 TD, 31 inter, 10 touchdowns à la course. Mahomes, c'est 3 premières saisons. Donc, j'ai pris les 3 premières saisons. Il avait joué un match la première saison. On ne le compte pas. On pensait vraiment aux 3 premières saisons complètes. En sachant que Joe Burrow, il a été blessé une bonne partie de sa première saison. Donc, il faut mettre ça aussi en cause. Mais il fait quand même 11 774 yards en 3 saisons. Mahomes, en 3 saisons, c'est 13 000, les 3 premières saisons, c'est 13 868 yards, 114 TD, 23 inter et 6 TD à la course. Si je prends vraiment les 2 plus grosses saisons, les 2 premières saisons, on va dire, sans compter celle où Burrow a été blessé, Mahomes, c'est 9 128 yards, 76 TD, 4 à la course, 17 inter. Et Burrow, ces 2 premières saisons, donc en comptant celle d'aujourd'hui qui n'est encore pas finie, hein, malgré tout, c'est 9 086 yards, 69 TD, 26 inter et 7 à la course. Je ne sais pas si on se rend compte des stats des deux, quoi. On va avoir des quarterbacks qui sont hallucinants. Il y a des stats de malade. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est fou ce que nous apportent ces 2 quarterbacks. Pour moi, de toute façon, c'est les 2 meilleurs de la ligue. Il n'y a pas photo. Je disais Josh Allen, mais Josh Allen, oui, s'il était blessé, mais oui, ben, ça arrive à tout le monde, malgré tout. Et je me dis que Joe Burrow est vraiment... Comment dire? Joe Burrow par rapport à Josh Allen, Joe Burrow sait gagner. Josh Allen, pour moi, ne sait pas gagner. Voilà, en gros, si tu préfères. Au moment où il faut, Joe Burrow, il sait gagner. Patrick Mahomes sait gagner aussi au moment où il faut. La preuve, on l'a vu les dernières. Il restait 13 secondes. Ils vont chercher le field goal. Jamais personne ne croyait que Kansas City pouvait aller chercher le field goal. Voilà, je me dis, ces deux joueurs vont écrire la ligue. Ces 2 joueurs vont écrire la ligue, mais encore plus fort que plus fort que Brady Manning. Pour moi, c'est garanti parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Ils arrivent à un stade, mais vraiment, les deux, c'est un récital quand tu les vois jouer. Et je me dis, oui, ils n'ont pas les mêmes receveurs, mais regardons ce que fait Burrow avec Chase, Boyd, Higgins, Hurts. Regardons ce que fait Mahomes avec MVS, Juju, avec Kelsey, avec Harman, avec voilà. Je vais pas, on pèse dans la balance. Avant, il y avait Tariq Hill, mais regardez ce que font ces 2 quarterbacks. Burrow, tu peux mettre les mêmes receveurs que Mahomes à Kansas City. Pour moi, c'est exactement la même. Il va faire briller ses receveurs comme Patrick Mahomes parce que c'est des quarterbacks qui sont tout simplement, c'est des machines de guerre. Pour moi, c'est des machines de guerre. Et pour moi, c'est les 2 meilleurs quarterbacks de la ligue à l'heure actuelle. Il n'y a pas au-dessus. On va me parler de Jalen Hurts, on va me parler de Lamar Jackson, on va me parler d'Aaron Rodgers, on va me parler de plein de quarterbacks. Mais aujourd'hui, qui sont les 2 plus beaux quarterbacks de la ligue à avoir joué? Eh bien, ils sont là. Ils sont là. Et Josh Allen, on peut le rajouter parce qu'il est vraiment impressionnant quand il est en pleine forme et qu'il fait son match de dingue et qu'il va te sortir des catchs hallucinants. Tu te demandes des actions, je veux dire, pas des catchs, des actions hallucinantes dont il en a le secret. Il n'y a que Josh Allen qui est capable aussi de faire ça. Et je me dis, mais en AFC, mais les quarterbacks sont tout simplement un talent fou aujourd'hui. Et je me dis, de toute façon, je me dis, il n'y a pas mieux que la ligue que ces 2 quarterbacks-là. Et pour moi, c'est pour ça que je les aime aussi les 2. Bon, ouais, j'aime beaucoup plus Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, pour moi, il y a Dieu et puis Burrow, il est encore en dessous, quoi. mais ouais, je peux pas dire autrement. Sur les stats, on voit bien que ça suit. On voit bien qu'à quelque chose près, 76, 69 TD, il y a 6 TD d'écart, quoi. Si on prend les 2 premières saisons pleines, c'est quand même assez incroyable. C'est dingue de faire ça. C'est fou. Et en fait, ces 2 quarterbacks-là sont en train de rendre l'exceptionnel, comment dire, normal, quoi. Et je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'ils font chaque week-end. C'est tout simplement, c'est dingue. Voilà, je te laisse la parole, j'en ai fini, mais pour moi, c'est incroyable. Ah bah écoute, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Il y a d'excellents autres quarterbacks. Bon, Jalen Hurts, je pense que c'est quand même
un cran et demi en dessous, voire deux. Bon, c'est pas le débat du jour. Non, c'est vrai que je pense que c'est quarterback 1, quarterback 2 de la ligue. Après, c'est vrai que Burrow, c'est vrai que dès la première saison où je l'ai vu, c'est rare que j'ai cette impression-là, mais quand je le voyais jouer, quand je le voyais même courir sur le terrain en entrant, je me disais, putain, ce mec, il y a un truc. Il y a un truc. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas comme toi, je ne suis pas trop la NCAA ou vraiment de très très loin avec The Blue Pen notamment. Mais je voyais le mec sur le terrain, son attitude et tout, sa façon de réagir, même quand il a été blessé, ça dégageait quelque chose. Ça dégageait quelque chose de surprenant, de pas normal, j'ai envie de dire. Et il l'a prouvé, quoi. Et comme tu l'as dit, et comme j'y ai pensé aujourd'hui quand je regarde un peu la question, c'est vrai que c'est un peu les Brady, Brady Manning de fin des années 2010, début des années 2000, enfin 2020, fin d'année 2010, début des années 2020. C'est vrai que c'est deux bons joueurs et moi je pense qu'ils sont sur la même lignée et comme tu dis, ils rendent l'exceptionnel quasiment normal et on peut être très content de voir des mecs pareils encore qui sont moitié de leur carrière peut-être pour un et quasi début pour l'autre. Donc voilà quoi. Ah bah, t'as fait raison, hein, t'as fait raison. Après, voilà, je m'enflamme peut-être, hein, mais moi, de toute façon, pour moi, comme Non, je mais te t'as dis, raison, t'as raison. il n'y a pas au-dessus de Patrick. Mais quand je vois les stats de Joe Burrow aujourd'hui, que dire de plus, quoi? Le mec, c'est tout simplement. Les deux sont des magiciens. Et je me dis, il n'y a pas d'autres magiciens que eux dans la ligue aujourd'hui, quoi. C'est tout ce qu'ils font, en fait, tout ce qu'ils font, c'est juste, quoi. Quand tu vois les deux premiers drives de Burrow la semaine dernière en divisional round chez les Bills, sous la neige, dans des conditions dantesques, mais c'est de la magie pure et dure. Le mec, il doit être à 12 sur 12, comme je l'ai dit, ou je sais plus comment il était, mais je crois que 11 sur sur les deux 11, premiers vraiment, il drives, était. il ne loupe pas une passe. Le mec, en deux drives, il fait deux TD, il a plus de 100 yards. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est même pas. Et puis, ils sont pas avancés sur des passes de 40 yards. Hein. Ils pouvaient pas, hein, le week-end-là. Hein. C'était compliqué. Et c'était tout des petites passes dans les coins. Non, mais c'est ce Mais qu'il je fallait trouve jouer, ça. face Je, à Buffalo, c'est ce qu'il fallait jouer, je, quoi. je trouve ça dingue et purée. Alors le coaching staff des Bengals font peut-être évoluer Burrow aussi sur un autre piédestal, sur une autre planète, mais c'est un ensemble. Et puis voilà, Mahomes, purée, on dit Mahomes, ouais, bah, il va peut-être être MVP. Mais le mec, il fait quand même 5250 yards cette année. Je ne sais pas si on se rend compte. Qui aujourd'hui est capable de faire 5 milliards? Mais 5 milliards à la passe et le mec c'est quand même ouais c'est dingue quoi, ça doit être je crois c'est 41 TD je crois en saison régulière, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et on a encore le doute, certains disent ouais bah Mahomes je sais pas s'il mérite quand même le MVP. Les gars, s'il vous plaît quoi, 5200 yards quoi, je sais pas comment le dire mais c'est dingue, quoi. Je sais pas quoi dire. Et puis Bureau, de l'autre côté, c'est encore plus de 4 milliards de cette saison. Des receveurs, une équipe de dingue. Ils ont remis les Bengals sur le devant de la scène. C'est incroyable, cette franchise-là, elle est dingue. Je crois que sur Bein Sport, ils en parlaient. Ils ont gagné plus ils ont jamais gagné autant de. Depuis que Joe Burrow est là, il a gagné plus de matchs de playoffs que toute l'histoire de la franchise. Je ne sais pas si on se rend compte, mais voilà ce que peut faire un vrai quarterback. À LSU, il était complètement dingue parce qu'ils avaient, pour citer un peu l'attaque d'LSU quand Joe Burrow y était, faut pas oublier, tout n'a pas été rose pour Joe Burrow. Il était à Ohio State, il a transféré à LSU parce qu'à Ohio State, il n'y arrivait pas. Hein. Donc il était à LSU, il était transféré, il part à LSU et là il rentre dans l'équipe. Il y a quand même Jamar Chase, Justin Jefferson, Terrence Marshall, Clyde Edwards-Helaire. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte des cibles qu'il avait en NCAA, mais tous ces mecs-là sont top 1 receveurs dans leurs équipes. Quoi. Et Clyde Edwards-Helaire, il avait été drafté premier tour à Kansas City. Oui, bah, ça ne matche peut-être pas, mais regardez les receveurs qu'il avait. Et je ne sais pas, moi, il n'y a pas de mots, voilà, comme tu
je m'enflamme, on en discutera plus tard, on en discutera peut-être dans 10 ans, si on est encore là et qu'on est toujours autant fan de NFL et puis qu'on puisse parler NFL. Je le souhaite, mais franchement, moi, ça me rend, ça me hype et ces mecs-là me rendent. C'est ça qui me fait aimer parce que j'ai quand même un amour pour les quarterbacks, les centres, surtout les lignes offensives et toute l'attaque, quoi. Je regarde beaucoup l'attaque, un peu moins la défense, même si j'essaye de suivre, mais je suis plus penché sur l'effet attaque. Et franchement, quand tu vois ces deux joueurs-là, c'est magistral, quoi. Merci ce sport de nous offrir ça, quoi. Oh que oui. Ah bah dans 10 ans, on aura notre chaîne avec notre émission sur TF1. On fera les Super Bowl en live. Ouais, en live devant 25 000 personnes minimum. Non. Ouais, on aura Patrick Mahomes comme invité. Ouais, voilà, normal, quoi. Normal. Et puis on aura Tom Brady de l'autre côté en tant que chroniqueur. Ce sera même pas Tom Brady, c'est juste Tom, quoi, à ce moment-là. Ouais, ça sera Tom, c'est notre pote. Bon, tant que ça finit pas sur TF1, ça m'ira, quoi. Oui, autant faire bénéficier une vraie chaîne de sport. Ouais. Bon ben voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce 4e épisode. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions, même si on met pas forcément le post directement. Donc n'hésitez vraiment pas, faites-vous plaisir, posez-vous toutes vos questions. Si on n'a pas répondu la semaine d'avant, la semaine encore d'avant, on se fera un plaisir d'y répondre. Donnez aussi vos réactions, n'hésitez pas à partager, à liker. Donc bref, vous connaissez le principe. Et n'oubliez pas aussi de regarder les autres émissions, notamment le Ce Week-end en NFL, dans le Caucus aussi. Et on se retrouve demain en live pour vivre ensemble les 2 matchs de finale de conf. Ça sera donc dès 21h et lundi ou mardi. Donc vous aurez le programme spécial Super Bowl de la chaîne. En tout cas, une chose est sûre, Joe, merci encore à toi de m'avoir assisté, d'avoir passé un bon petit moment avec moi. Et merci aussi à Eric qui nous a fait le plaisir de venir assez rapidement. Ça s'est décidé quasi à la dernière minute, on va dire. Donc merci. Merci Rick, merci à toi Jack. Et franchement, je crois que c'est une des émissions favorites et j'adore cette émission, c'est génial. Allez, en tout cas, merci à vous tous et on vous souhaite un bon week-end, on vous souhaite de bons matchs et on vous dit à demain sur ce. Ciao la team! Ciao tout le monde!